Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Panorama Santé Environnement. Ce soir, nous sommes en train de parler de la santé en milieu scolaire. Nous avions donc reçu pour vous les élèves de l'école Aliou Fatima. Il s'agit de deux groupes constitués des garçons et des filles qui vont faire un débat contradictoire pour émettre leurs propres idées sur des questions de la lutte contre le VIH-Sida et des IST, MST ou des infections sexuellement transmissibles ou les maladies sexuellement transmissibles. Dans le groupe des garçons, donc à ma droite, nous avons pour les débatteurs l'élève Bozongo Yannick et Bozongo Mbongoeli Cédric avec pour remplaçant Mbepa Daryl. Et chez les filles, nous avions Kouka Laura Faridal plus Prosper Marilou Saray et pour la remplaçante Bougou Blandine. Voilà, donc le thème de ce soir, c'est l'impact du VIH-Sida, des IST et des MST en milieu scolaire. Quelle stratégie prônée par les élèves pour l'amplification de la lutte en milieu scolaire? Et nous allons donc, voilà, les filles, ouais, votre, ok, les garçons c'est ici, on va donc éviter, les garçons qui vont commencer. Alors les garçons, vous avez 7 minutes pour énumérer les 4 stratégies concernant le VIH. Eh bien, bonsoir à tous. Je me nomme Bozongo Cédric et ce soir on vient vous parler de la lutte contre le VIH, SIDA et les MST. Tout d'abord, nous devons savoir que le SIDA, comme son sigle le dit, syndrome immunodéficience acquis, qui est causé par le VIH, qui veut dire virus immunodéficience acquis, et humaine. Il a un impact négatif sur la population, en particulier dans le milieu scolaire. Voilà pourquoi nous proposons des stratégies comme l'abstinence jusqu'au mariage, parce que nous sommes encore des élèves. Nous ne devons pas penser au sexe, nous devons plutôt penser à nos études. Nous devons nous concentrer sur nos études et se détourner des pensées sexuelles. Et les filles? Bonjour, je m'appelle Prosper Marie Loussaraï et je vais soutenir et apporter un plus à sa stratégie. L'abstinence nous préserve non seulement des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi des grossesses précoces. Bonsoir, je suis Kouka Laura Farida. Notre première stratégie, c'est instaurer des conférences d'études d'éducation sexuelle dans le milieu scolaire. Elle nous permet d'apprendre aux élèves quels risques nous avons dans l'activité sexuelle au milieu scolaire en fait. Ok, pour vous, c'est la première stratégie, c'est l'abstinence avant le mariage. Pour les autres, c'est la conférence. Et vous avez entendu le complément. Oui, c'est pas forcément pour la lutte contre le VIH, mais pour les filles, c'est aussi pour éviter les grossesses précoces. Oui. Bien sûr, c'est exact, mais il se peut aussi que certains élèves puissent être harcelés sexuellement au niveau des garçons, parce que c'est pas tout le monde qui suit l'éducation scolaire que l'on inflige à l'école, et il se peut que certains cèdent ou certaines cèdent par cela. Les filles. Notre seconde stratégie va être d'instaurer des programmes de lutte contre l'activité sexuelle précoce. Pour notre part, notre deuxième stratégie est d'instaurer des centres de formation de mise en garde contre le VIH-Sida. Vous avez entendu la deuxième stratégie des filles. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter ou à améliorer? L'élève n'est pas censé pratiquer des rapports sexuels au milieu scolaire parce que
nous portons le port scolaire, nous sommes censés représenter un État, donc nous ne sommes pas faits pour pratiquer des rapports sexuels au niveau scolaire. Riposte des filles. Je ne sais pas si les garçons nous ont suivis, mais nous n'encourageons pas l'exercice sexuel dans le milieu scolaire. Nous avons bien dit instaurer des programmes de lutte. Donc nous poussons aux élèves à lutter contre. Quand il y a des gens qui viennent comme dans le vagabondage sexuel, pour les filles qui sont faibles, nous disons aux filles de refuser, de dire non. Parce qu'il y a d'autres filles devant le vagabondage, elles ont peur des garçons. Quel type d'activité préconisez-vous par exemple? Des sujets, des débats ouverts entre les filles, Oui. leur montrer aussi, il y a certaines filles qui ne connaissent pas calculer les cycles, leur montrer comment calculer les cycles, comment éviter les grossesses sexuelles. Il y a d'autres filles qui ne vont pas à l'école, donc on ne doit pas trop être dans le thème. Si on sort de l'école, il y a d'autres filles qui sont illettrées qui ne vont pas à l'école. À travers les débats ouverts, elles comprendront mieux c'est quoi la lutte, comment éviter au fait. Alors, mais pour les garçons, il s'agit de la mise en place des centres, je ne sais pas moi, comment vous appelez ça déjà? Des centres de formation pour des mises en garde, contre la lutte du VIH. Comment vous trouvez? Est-ce que c'est réaliste la mise en place des centres de formation pour des mises en garde? Bon. Comment vous trouvez? Les centres de formation, oui, mais est-ce que vous tenez en compte que ce n'est pas tout le monde qui va à l'école? Par rapport aux débats ouverts, nous pouvons prendre des gens qui ne vont pas à l'école, on va l'essayer par des explications, ils comprendront mieux c'est quoi éviter les grossesses indésirées, c'est quoi s'abstenir devant les rapports sexuels. Les garçons, vous avez entendu hein, la mise en place des activités pour l'éducation sexuelle, les filles. Est-ce que c'est réaliste? C'est pas réaliste parce que nous parlons de l'impact du VIH et des IST, MST au milieu scolaire. Mais on n'a pas parlé des illettrés et autres. Donc ceux qui apprennent sont censés savoir que on doit s'abstenir, on pense et tout. Pour notre troisième stratégie, nous avons évité les partages des aiguilles et seringues d'injection de drogue et d'hormones et des tatouages aussi. Parce que il y a des filles entre nous, nous partageons des objets, des tailles, angles et autres. Mais les autres peuvent être atteints de cette maladie sans nous en rendre compte. Nous contaminons. Donc voilà pourquoi nous avons cette stratégie, éviter les partages. Parce que le saviez-vous, en se faisant tatouer, nous sommes exposés au risque de transmission du VIH-Sida. Pour ma part, je trouve ça quand même un peu étrange que vous puissiez mentionner deux mots, la drogue et le tatouage. Je ne pense pas qu'un élève puisse avoir l'autorisation de user de la drogue et du tatouage. Je ne vois pas l'intérêt de ces deux mots dans notre débat. Oui, ne se voilant pas à face. Il est clair que en milieu scolaire, il y a des jeunes qui usent de la drogue. Mais maintenant, en parler, non seulement pour prévenir, mais aussi pour attirer l'attention, vous refusez. C'est là où on se pose la question de savoir, est-ce que la stratégie des filles, par exemple, le partage des ciseaux, des livres pour les hommes, c'est pas courant en milieu scolaire. Ça peut se passer. Est-ce que vous voulez enrichir ou vous voulez simplement dire que c'est prohibé? Comme ça, on va passer à la quatrième stratégie. Les garçons. Pourquoi je soutiens le milieu scolaire? Parce que dans le milieu scolaire, quand nous arrivons, nous avons un contrôle qui se fait depuis le portail d'entrée. Ce contrôle-là, ça concerne les seringues et la drogue. Nous avons un surveillant qui est apte pour pouvoir contredire cela. Donc je pense pas que... Est-ce que le milieu scolaire pour vous,
se limite simplement parce que vous êtes à l'école ou bien à la maison, vous êtes des élèves? À la maison, je suis enfant d'un tel, mais à l'école, quand je viens, je suis élève de monsieur. Donc à la maison, puisque vous êtes enfant d'un tel, vous pouvez aussi être docteur, ingénieur. Pas élève. C'est vrai que je suis élève, mais... Voilà. L'éducation scolaire a pour complément la maison. Ok? Vous faites vos devoirs à domicile à la maison, c'est pas à l'école, n'est-ce pas? Les filles, c'est vrai que vous dites, il faut éviter de partager les objets tranchants pour éviter la contamination aveugle. Mais pourquoi ces pratiques-là sont courantes en milieu scolaire, entre vous les filles d'abord? Comme nous le savons tous, il y a des filles, certaines filles entre nous qui n'ont pas, nous n'avons pas toutes les mêmes mentalités. Il y a certaines filles qui viennent à l'école peut-être pour des distractions, qui ramènent des trucs. Et on dit toujours les mauvaises mœurs qu'auront les bonnes mœurs. Donc il y a certaines filles qui viennent avec les objets, les autres par enthousiasme, par le suivisme, peuvent prendre ça et utiliser. Voilà pourquoi on s'abstient toujours sur notre stratégie. Alors les garçons, si vous avez un complément ou bien vous passez à votre quatrième stratégie et la dernière. On n'a pas de complément, on voudrait vous placer à notre quatrième stratégie qu'il s'agit d'éviter la diffusion des films pornographiques, surtout surveiller les programmes que nos enfants suivent à la télé, parce que c'est souvent cela qui produit souvent l'attirance au sexe, parce que lorsqu'ils regardent cela, ils se disent qu'ils doivent aussi donc on doit éviter la diffusion de ces programmes, et grâce aux sortes de formations qu'on va établir dans les écoles, ce sera plus facile pour eux afin de prévenir tout cela. Les filles. Pour les films pornographiques, nous disons ce sont aux parents de veiller sur la surveillance de leur enfant. Parce qu'il y a des heures, sur les programmes de télé, il y a des heures où il y a des films qui passent. Un parent qui laisse son enfant jusqu'à 0 heure devant la télé n'est pas vigilant du tout. Parce que c'est à ces heures que ces films pornographiques passent. Notre quatrième stratégie va être de faire la promotion du port de préservatifs, hommes comme femmes. Non, vous n'allez pas dire par cette stratégie que je favorise l'activité sexuelle en milieu scolaire. Non, nous ne favorisons pas cela. Mais on ne va pas se voiler la face, malgré le fait que l'activité sexuelle en milieu scolaire soit prohibée. Il y a quand même des élèves ou des enfants qui s'entêtent à vouloir la pratiquer. Et donc, pour cela, on ne va pas exclure ces personnes-là qui ont déjà commencé à pratiquer une activité sexuelle. Et on va leur conseiller le port du préservatif. Les garçons, quatrième stratégie ou riposte, ça dépend. Par rapport à notre stratégie, elles disent que ce n'est pas normal qu'on puisse laisser un enfant tardivement devant la télé. Mais vous savez, à un âge donné, les parents se disent que les enfants ont grandi et qu'ils ont maintenant la possibilité de regarder et qu'ils comprennent déjà ce qui se passe. Mais par rapport à tout ça, ils peuvent avoir des envies. Ils peuvent se dire que non, comme tout le monde est parti dormir, et ils se disent qu'on a la possibilité de tout voir. Parce que les parents ils peuvent le faire même derrière les parents sont partis se coucher, on a peut-être dit d'aller se coucher, mais après que les parents aillent se coucher, soient couchés, mais ils ressortent pour partir voir ces choses. Donc nous devons instaurer par exemple des codes parentaux afin d'éviter que ces enfants puissent se mettre à regarder ce genre de choses en mettant des sécurités. Par rapport à vous-même, parce que les autres ont parlé d'une stratégie qui ne vous concerne pas, j'ai des questions pour vous. Alors, aujourd'hui, tout le monde a l'accès sur Internet avec vos téléphones Android. Comment est-ce que vous pensez que les parents doivent vous contrôler lorsque vous avez vous-même le téléphone à l'école, au marché, partout ailleurs? Comment ça va se passer, le contrôle là? Est-ce que vous avez une stratégie pour ne pas... C'est très bien comme stratégie, mais vous avez limité ça seulement à la télévision. Généralement, les programmes télévisés sur câble ont toujours des codes pour des films assez machin. Et comment
vous comptez le faire? L'accessibilité non seulement aux images, mais il y a aussi des textes pornographiques qui sont des véritables stimulants. Et voilà. Et comment ça se passera? Quelle stratégie vous prenez là? Par rapport à cette stratégie, nous pensons que... Les parents de ravir tous les téléphones Android des enfants moins Non, âgés. c'est même pas ça. Nous devons interdire les enfants à user des réseaux sociaux, par exemple. Parce que dans les réseaux sociaux, nous savons pas... On peut se dire qu'on utilise juste pour la communication. Mais pour les enfants qui s'entêtent, quelle sera la stratégie? C'est comme vous le dites, on devra confisquer leur téléphone afin qu'ils puissent éviter d'être devant ces choses. Mais comment le parent saura que l'enfant là, il n'y a pas un compteur pour ça? Comment? Mais de nos jours, on a la présence des applications, par exemple des VPN qui sont là, des navigations privées que le parent pourrait installer, même sans que l'enfant le sache, mais le parent peut installer ça depuis son ordinateur par exemple, et il va se mettre à contrôler tous les sites que l'enfant a eu à visiter durant un certain moment. Et s'il tombe sur des sites pornographiques, il pourrait bien interpeller son fils en lui disant que ce n'est pas bien. Très bien, mais puisque tous les parents n'ont pas la maîtrise de l'outil informatique, si vous avez une proposition classique, généraliste, qui prend en compte tous les niveaux des parents, vous diriez quoi? Mais c'est très simple. Si un parent n'est pas trop poussé en informatique, tout cela, n'a pas trop accès à tout cela, mais ils doivent juste ne pas acheter à leur enfant des téléphones trop sophistiqués, c'est simple. Très bien. Pour les filles, alors, pour votre stratégie, vous dites quoi? La quatrième, rappelez-moi. La promotion du port des préservatifs. La promotion du port des préservatifs. Et vous avez donné les raisons, le simple fait que il y a des filles qui peuvent céder ou des enfants qui peuvent céder à la tentation, au moins de garantir déjà une sécurité par le port des préservatifs. Bien sûr. Mais, juste comme ça, aller porter les... Comment? Quelles sont les stratégies? Comment les pousser à généraliser cette pratique, à avoir au moins cette idée? Est-ce que vous ne pensez pas que le simple fait que vous les autorisez aussi, ça peut être un risque que les enfants disent, bon écoutez, au moins il y a des préservatifs, on peut aller à tout? Déjà, ne pas parler des préservatifs aux enfants va les exposer au VIH-Sida. Très bien. Parce que pour les enfants qui ont déjà une activité sexuelle, bien qu'on ne favorise pas de cela, manière officieuse, on n'encourage pas cela, aucunement, il faut aussi une instauration des pères éducateurs. Au milieu scolaire, par exemple à l'infirmerie. Rien qu'en discutant, l'élève vient se faire soigner, et rien qu'en discutant avec l'élève pendant son traitement, on peut, étant une aide-soignante et étant dans la médecine, dans la santé, dans le milieu de la santé, il peut en profiter pour jeter quelques paroles là-dessus, si les parents ne sont pas aptes à parler de ce genre de choses. Quand vous parlez de père éducateur, pour vous c'est quoi? L'instauration des pères éducateurs, c'est quand je parle d'instauration de pères éducateurs, c'est un conseiller. Mais un conseiller au milieu scolaire aussi. Parce que... vous pouvez aussi être père éducateur, vous le savez. Oui, je le sais. Est-ce que vous n'encouragez pas aussi les élèves d'être des pères éducateurs, seulement l'infirmerie ou les agents de santé qui sont dans les Non, également, oui. Également, ces enfants-là qui sont informés sur le fait que l'activité sexuelle précoce en milieu scolaire est prohibée, interdite, on a à ce moment-là le pouvoir ou la capacité de dire à notre ami, de conseiller notre ami sur ses méfaits et autres. Ok, mais puisque la première porte d'entrée de ce genre de dialogue, c'est les parents, ça constitue souvent aussi des sujets tabous. Est-ce que vous avez une approche comme ça envers les parents aussi? Engager ce débat de port de préservatif entre les parents, est-ce que souvent c'est des questions taboues? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aussi un handicap? Vous avez préconisé quoi par rapport aux parents dans le cadre de l'éducation, la promotion du port de préservatif? Faire des séminaires entre parents et élèves, mais aussi des séminaires pour encourager les parents qui sont
honteux et qui trouvent que la sexualité est un tabou, d'en parler, d'être plus à l'aise pour en parler. Parce que on dit que un bon averti en vaut deux. Et donc en ne parlant pas de ça, comment l'enfant va savoir que ce que je fais est mal? Très bien. Alors les garçons, oui, il y a quelqu'un qui veut parler, ouais, d'accord. Elle a parlé de la promotion des ports des préservatifs. Mais il n'y a pas que par les préservatifs ou encore par le non-port des préservatifs que nous pouvons contracter le sida. Parce qu'avec les objets souillés, nous pouvons contracter le sida. Mais attention, mon cher ami, les filles ont une stratégie, ils ont dit, de lutter contre l'usage des objets tranchants. Parce que la seule manière de contracter le VIH, c'est d'être en contact sanguin avec, ou de contact avec un sang contaminé. S'il n'y a pas ce contact-là, il n'y a pas de contamination. Et les filles ont déjà fait une proposition dans l'une de leurs stratégies pour dire, en milieu scolaire ou ailleurs et tout, la promotion de ne pas utiliser les objets tranchants. Quand on parle des objets tranchants, on voit les tondeuses, on voit les lames gilettes, on voit les objets coupants comme les ciseaux et tout. Vous n'êtes pas en train de répéter la même chose? Non. Je suis dans le cadre où elle parle du port de préservatif. Oui, mais le port de préservatif est une stratégie autre. Est-ce que, tel qu'elles ont parlé, vous avez quelque chose de particulier à ajouter ou à contredire? Ma contradiction était sur cela. Était sur ce cas où une personne ayant contracté le sida avec des objets rouillés peut contaminer une personne avec ces mêmes objets rouillés. Très bien, ok. Et les garçons? Oui, les garçons. Très bien, monsieur Mbemba. Je vous signale que monsieur Mbemba, c'est le remplaçant du groupe. Il a le droit de... Mbemba. Oui, Mbemba. Ok. Monsieur Mbemba Dari. Alors, ce que les filles ont dit, ça vous intéresse ou non? Non, ça ne nous intéresse pas parce que c'est vrai que ça fait partie aussi des stratégies. Donc, on ne doit pas parler des préservatifs en milieu scolaire, c'est ça? Non, normalement non, parce que ça peut aussi inciter, comme vous l'avez dit, ça peut inciter l'enfant à pratiquer l'acte sexuel. Donc chez nous, c'est interdit. Votre quatrième stratégie, c'était quoi? Notre quatrième stratégie était la suivante. Éviter la diffusion des films pornographiques. Est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant les films pornographiques? J'ai quelque chose à ajouter. Pour moi, vraiment, pour les films pornographiques, je n'adhère pas. Parce que déjà, pour qu'un élève aille avoir une pensée pour aller sur Internet regarder les séries pornographiques, ça vient de l'entourage aussi. Voilà pourquoi nous avons établi dans notre quatrième stratégie le port des préservatifs. Une personne peut aller voir les films pornographiques, après il aura des pulsions. Pour se libérer des pulsions, il ira... Les garçons souhaitent qu'il y ait la mise en place des stratégies pour l'éradication de ce fléau, c'est-à-dire arrêter l'accessibilité des jeunes aux sites pornographiques. Est-ce que c'est mauvais? Je trouve bonne leur stratégie, mais aussi je veux apporter un plus à leur stratégie. Pour moi, il faudrait que l'on bloque ce genre de site, l'accès à ce genre de site. Comment bloquer puisque bon, il y a des enfants mineurs qui ont des téléphones, les numéros attribués par l'identification de leurs parents. Comment faire? Est-ce que c'est la responsabilité des compagnies, des sociétés de télécommunications? Comment, si vous avez, vous, en tant qu'élève, quelque chose à dire là-dessus, ce serait quoi? Je sais que ces sites-là sont à l'échelle mondiale et que ce serait pas évident de bloquer ce genre de site, mais au moins qu'il y ait Ah non, une fiche. ah non, parce que
à Cuba par exemple, et il y a beaucoup de sites qui sont contrôlés par l'État. Voilà, bon, est-ce que c'est simplement parce qu'il y a des faiblesses au niveau de l'identification des numéros de téléphone? Les sociétés ne savent pas toujours quel est le numéro des mineurs ou des adultes, c'est comme ça qu'on arrive à ce stade, ou voilà. Ou bien, avant d'avoir accès à ce genre de site, il y aurait comme une page qui va s'afficher pour demander des informations personnelles sur la personne qui veut avoir accès à ces sites-là. Et si quelqu'un mentait? Les garçons, il y a quelque chose? C'est pas cohérent. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Nous passons à notre deuxième phase. Il s'agit des IST-MST. On va parler des maladies sexuellement transmissibles et des infections sexuellement transmissibles. En 7 minutes, on va donc chuter avec cette émission. On va commencer toujours par les garçons qui avaient gagné leur pari. Quelle est votre première stratégie concernant la lutte contre les IST-MST en milieu scolaire? Oui, merci. Pour nous d'abord, on doit d'abord savoir c'est quoi une MST. Une MST, c'est une maladie sexuellement transmissible. Et une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Et pour pouvoir lutter contre ces deux fléaux, nous pouvons proposer une bonne hygiène corporelle, par exemple, surtout au niveau des organes sexuels, parce que on doit bien entretenir ces endroits, parce que si on néglige ces endroits, ça peut entraîner des infections qui provoqueront des maladies. Pour eux, la première démarche, ce serait d'hygiène corporelle, qui est très importante. Et pour vous, ce serait quoi? Pour nous, nous allons soulever le premier point qui est éviter le partage des sous-vêtements ou objets de toilette intime. Ça, c'est beaucoup plus lié aux filles. Mais voilà, c'est une approche. Voilà. Vous avez entendu. D'abord pour vous-même, quand vous parlez de l'hygiène corporelle, parce que quel est l'impact de l'hygiène corporelle par rapport à la propagation des IST, des MST? Je pense que la bonne hygiène corporelle constitue un blocage pour le passage des IST ou des MST. Parce que, considérons le cas où l'élève n'a rien compris sur le VIH et le sida, il peut aller se contracter des IST, des MST, mais ce cas-là, il n'est pas possible lorsque l'élève ou encore l'homme ou la fille pratique une bonne hygiène, c'est-à-dire se nettoyer, prendre soin de soi. Ça veut dire que si quelqu'un a la syphilis par exemple, le fait que la fille a une bonne hygiène, s'il y a un rapport sexuel non protégé, cette fille ne va pas contracter la syphilis. Un petit exemple comme ça, avec plaisir. C'est ça? Non, ce n'est pas le cas. Parce que, au fait, on parle d'abord, si on n'a pas des rapports sexuels, l'hygiène corporelle compte. Parce que, comme on peut prendre l'exemple sur les filles, certaines filles sécrètent des glandes, par exemple des liquides nauséabonds qui ne sentent pas bon, voilà. Mais si elles ne s'entretiennent pas, comme souvent, si elles sont dans leur période de menstruation, par exemple une fille qui a des menstruations, mais qui ne sait pas des menstrues, oui, des menstrues, mais qui ne s'entretient pas. Ça sera bizarre. Ça peut favoriser, oui, ça peut favoriser l'émergence des maladies. Voilà, l'émergence des infections qui vont se traduire après par des maladies. Mais cela n'exclut pas la possibilité de contacter lorsque vous avez des rapports. Oui, avec quelqu'un qui, par exemple... Mais au moins, c'est une barrière dans la limitation, n'est-ce pas? Oui, ça permet de limiter. Mais les filles, vous parlez de partage des objets, tout. Est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre de l'hygiène? Parce que ce n'est pas hygiénique de se partager les sous-vêtements, comment? Ce que les garçons disent, comment vous trouvez? Bien. Pour notre part, les garçons pensent que... Non, d'abord je vais dire que
les IST sont des infections sexuelles non transmissibles. Mais pourquoi en ne prenant pas sa douche ou régulièrement, ce serait lié à des rapports sexuels, à des maladies contractées par les rapports sexuels? Parce que c'est ce qu'il a essayé de défendre tout à l'heure. Oui. Pour notre part, nous dirons que ça n'a rien à voir forcément. L'hygiène ou l'entretien du corps n'a pas grand-chose à voir avec les maladies sexuellement transmissibles. Mais vous parlez du partage des slips et tout ça. C'est pas une sous-stratégie de ce qu'ils ont dit? Oui, mais nous, on parle dans le cadre de la transmission. Mais est-ce que ne pas se laver provoque des IST? Je ne sais pas, c'est à vous de répondre. Non, je pose la question aux garçons. Est-ce que le fait de ne pas se laver régulièrement ne provoque pas les IST, MST? Non, on ne parle pas dans ce cas. On parle, bien sûr, quand on parle de l'hygiène, c'est de se laver, de se nettoyer. Est-ce que le simple fait de ne pas se laver régulièrement ne provoque pas les IST, les MST? Je pense que oui. Le fait de ne pas se laver régulièrement, de ne pas s'entretenir peut provoquer des IST, surtout au niveau de la femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Vous passez à votre deuxième stratégie. Notre deuxième stratégie, c'est se faire dépister régulièrement en faisant des PV et des PU pour les garçons. Ça veut dire quoi? PV, PU? Je ne comprends pas. PV pour les filles, c'est des prélèvements vaginaux. Au fait, à travers les prélèvements vaginaux, si les filles ont des microbes dans le corps, à travers ces prélèvements, on peut savoir quels microbes la fille elle a dans son corps. Et on peut la prescrire des antibiotiques pour détruire ou finir ces microbes. Et PU? PU, c'est prélèvement urinaire pour les garçons. Ok. Les garçons, les garçons, vous avez entendu la deuxième stratégie des filles, mais votre deuxième stratégie, c'est quoi? Bien, elle va un peu dans le même sens, mais on contredit en mots. Il ne s'agit pas de dépister, il s'agit de se faire consulter par des gynécologues afin de pouvoir élaborer des PV, des PU comme elles le disent, mais il s'agit de consultations et non de dépistage. Et votre deuxième stratégie, ce serait quoi? Votre propre deuxième stratégie? Notre deuxième stratégie serait de consulter les gynécologues pour faire des PV et des PU. Donc c'est pas de dépistage. Pratiquement la même chose, sauf que c'est le mot qui ne compte pas. Le dépistage et les consultations. Bien, nous encourageons les PV, les PU parce que ce sont des prélèvements, c'est ce qui permet de pouvoir savoir qu'est-ce que notre organisme contient et qu'est-ce que... Mais c'est une question de surveillance, nous devons surveiller notre... Pourquoi alors cette surveillance accrue, faire des PV? Vous recommandez à ce qu'il y ait des PV, des PU régulièrement? Pourquoi? Parce qu'en ignorant les PV et les PU, on peut parfois tomber on peut parfois avoir la présence des microbes dans notre corps, mais il y aura un développement si on ne part pas se faire consulter. Il peut y avoir des développements et ça peut s'aggraver et ça peut entraîner à des maladies. Quelles sont les conséquences par exemple? Quelles maladies, quelles conséquences? Par exemple, lorsque nous n'effectuons pas des PV, par exemple, nous pouvons avoir la présence des maladies comme la syphilis, par exemple, oui, qui est très dangereuse, qui peut même entraîner à une stérilité. Donc, il vaudrait mieux, pour pouvoir prévenir par exemple la syphilis, il faudrait aller se faire consulter et savoir maîtriser cela et qu'on puisse déjà prescrire des médicaments afin de l'éradiquer. Alors les filles, vous avez pratiquement la même stratégie que les hommes, sauf que c'est les mots qui changent. Eux, ils parlent de consultation, vous parlez de dépistage. Bon, on ne veut pas définir les deux mots. C'est votre propre responsabilité de parler de dépistage. Mais entre-temps, pourquoi encourager les PV et les PU? Pourquoi? Les prélèvements vaginaux et les prélèvements urinaires. Pourquoi? Les garçons ont dit c'est pour éviter la propagation, le développement des maladies. Et pour vous, ce serait quoi? On peut être atteint d'IST sans présenter des symptômes. On parle d'IST asymptomatique.
les IST asymptomatiques. Ça veut dire insinueuses, silencieuses. Où vous n'avez pas apparemment les signes cliniques. Voilà. À ce moment-là, on ne sait pas. On ne sait pas si on est infecté. Est-ce que vous connaissez une IST qui est silencieuse? Comme quoi? La chlamydia. Très bien. Les chlamydiés. Qui ont pour conséquence souvent La stérilité. la stérilité. Les IST silencieuses, oui, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, mais parce que à travers les bactéries aussi, les filles, parce que quand on parle aussi, on parlait d'éviter les changements et en nous, personnellement, une fille ou même un garçon, après 6 mois, la fille doit changer comment on appelle, ses sous-vêtements. Parce que quand on garde trop longtemps des sous-vêtements, nous pouvons être atteints des bactéries. Très bien. Alors, les garçons, troisième stratégie, rapidement, ça vous reste 2 minutes. Troisième stratégie pour les garçons, ce serait quoi? La troisième stratégie, ce sera aussi de parler de la mise en garde contre ces maladies, parce que c'est souvent les MST qui sont dangereuses, parce que dans les MST, il y a des... Vous préconisez la mise en garde sous quelle forme? Sous forme de conseils, sous forme des Vous campagnes. allez passer dans la rue? Non, des campagnes. Puisque c'est en milieu scolaire. Donc on doit faire des campagnes afin de pouvoir mettre en garde les élèves des maladies que présentent les maladies comme les MST, les IST. Nous devons les informer et afin de pouvoir les parler sur leur hygiène et leur manière de se tenir afin d'éviter ces maladies. Les filles, votre stratégie d'abord. Notre stratégie est une fois de plus favoriser l'abstinence, car l'abstinence est le meilleur moyen de prévenir une maladie sexuellement transmissible. Voilà. Alors, vous c'est toujours l'abstinence. Mais les garçons, ils parlent de la sensibilisation aux MST. Mais ça peut aussi intégrer, non? Pendant qu'on parle de la sensibilisation, ils parlent aussi de l'abstinence. Voyez le danger des MST. Pour ne pas les contracter, il faut peut-être éviter tout ça. Vous ne trouvez pas que... voilà. Est-ce que c'est mauvais ce que les garçons ont dit? Non, justement, c'était notre quatrième stratégie. La sensibilisation des élèves par des campagnes. Des campagnes, nous en tant qu'élèves, on parlait... Vous anticipez déjà votre quatrième stratégie? Oui, allez-y. On parlait en fait élève à élève. Parce que c'est pas facile pour une personne plus âgée de parler, oui, il a déjà vécu sa vie, il ne connaît pas forcément nos réalités. Alors quand un élève vient parler à un autre élève, il y a plus une sensibilité. Et nous, en tant qu'élèves, on pourrait organiser des campagnes dans d'autres écoles. Nous, par exemple, élèves d'Aliou Fatima, on est sensibilisés par cette cause-là. Et on pourrait aller voir dans une autre école quelconque pour en parler également. Parce que c'est pas tout le monde qui c'est pas dans toutes les écoles. Vous êtes convaincu qu'entre vous les élèves, le message pourra passer facilement, hein? Parce qu'on se comprend. C'est une innovation. Vous avez un langage propre à vous, par exemple quoi? Les garçons, ce que les filles disent. Bien, moi j'exclus d'abord l'abstinence parce que les MST sont un peu différents du VIH. On peut le contracter même sans avoir des rapports sexuels. Parce que déjà, comme je viens de le dire, une mauvaise hygiène peut entraîner des MST. Donc, mais la porte d'entrée, c'est sexuel. Oui, c'est sexuel. Parce qu'on dit sexuellement transmissible. Donc pour vous, vous excluez l'abstinence? Non, on n'exclut pas l'abstinence, mais on pense que c'est pas seulement en s'abstenant à ne pas avoir des rapports sexuels que nous sommes éloignés des MST. Nous pensons aussi que avoir une bonne hygiène pourrait aussi... Vous en avez déjà parlé, oui. Mais dans le cadre de la sensibilisation, votre stratégie, oui. Vous comptez sur quel pilier de communication? On peut aussi, comme aujourd'hui, de nos jours, les enfants sont de plus en plus sur l'Internet. Donc on pourrait lancer une page, par exemple, un réseau social sur lequel on pourrait mettre des méthodes, on pourrait faire des partages. Mais il y en a toujours dans il y a
plusieurs sites, YouTube et tout ce qui en parle. Est-ce que vous-même, au courant de... Non, mais on pourrait lancer des petits comme le réseau WhatsApp, par exemple. Vous savez bien que par rapport à peu C'est réseau une WhatsApp, approche, oui. oui, c'est une approche comme on utilise tous le réseau Mais WhatsApp. vous pouvez faire un On forum pourrait- entre vous les élèves. Oui, on pourrait créer un Ce forum. genre de... Oui, on pourrait créer un groupe. Un groupe. Un groupe WhatsApp. Et si, comme vous savez bien que les élèves, l'école ne se limite pas seulement que dans un lieu, on va avoir certains élèves d'ici peuvent avoir des amis à Camaralai, à Javoué, donc ils pourraient les inciter et les inscrire dans ce groupe. Et ça va permettre, Ça va permettre la diffusion de... Très bien, très bien. Et les filles, par rapport à ça, une innovation qu'on ne trouve pas mal, la mise en place des groupes de sensibilisation. Dans le cas de votre stratégie de campagne, là, qu'est-ce que vous avez préconisé comme élément de comment? Nous le savions tous, c'est pas tous les parents qui permettent les enfants aussi d'avoir les téléphones pour les groupes WhatsApp. Mais oui, les campagnes, quand on parle de campagne, c'est pour parler aussi à ceux qui ne sont pas aussi dans le milieu scolaire. On va pas aussi les éloigner de tout ça. Certes, on parle du milieu scolaire, mais on doit aussi sensibiliser les autres pour les infections. Donc quand on parle de l'abstinence, c'est plus sur les infections qui sont transmises Mais par... revenez sur votre stratégie de faire l'inter-échange des élèves dans le cadre de la sensibilisation. Comment vous trouvez, comment vous voulez mettre ça en œuvre? En leur montrant par exemple les effets. D'abord, il faut mettre, vous serez comme des pères éducateurs, c'est ça? Oui, exactement. Et vous allez dans d'autres écoles. Donc, vous croyez qu'il y aura un impact? Oui, déjà, ça montre la maturité des enfants à comprendre certaines choses et à essayer de sensibiliser d'autres enfants là-dessus. Comment... Mesdames et messieurs, vous avez suivi de vous-même, c'était serré le match, c'était très serré. Le temps que nous, on se retrouve avec notre équipe de jury pour la délibération, que nous allons vous annoncer ça au prochain numéro de Panorama Santé. Mais au moins, vous avez suivi les deux groupes, des garçons et des filles. Le débat a été serré, quelquefois des idées controversées, mais ce qui ressort de cette émission est que les enfants sont en âge de comprendre un certain nombre de choses. Il faut donc briser les tabous au niveau des familles. Il faut donc la réforme de l'éducation en matière de santé en milieu scolaire. Il faut aussi promouvoir les NTIC dans le développement de l'éducation et la sensibilisation. Les enfants ont parlé des choses aussi intéressantes. Vous-même, vous avez donc écouté. Merci au groupe des garçons. Merci au groupe des filles. Au revoir et au prochain numéro.